Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello Damien, bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Salut Enzo, je suis ravi d'être là aussi. Super, on va passer un super bon moment. Les auditeurs vont kiffer, je pense, comme nous. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour tout le monde, Damien ? Bien sûr. Donc je m'appelle Damien Noël, j'ai 32 ans, je suis coach de vie, préparateur mental. Je suis formateur de coach également et j'ai passé 10 ans dans le coaching sportif. Donc autant te dire que j'aime les gens, j'aime le dynamisme des gens en général, j'aime la vie. Voilà. Et les gens t'aiment aussi pour ça. J'espère. Et t'aimes l'échec du coup en tant que sportif. C'est nécessaire en fait, ça fait même vraiment partie de mon quotidien quand tu m'as parlé de ce thème et quand j'ai su que tu développais ce podcast. Ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai toujours vécu en réalité depuis mes premières heures en tant que sportif jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un concept que j'ai complètement associé à la vie en général et que j'ai pas dissocié d'une réussite justement. Trop bien. Ouais. Est-ce que du coup, si on rentre dans le vif tout de suite, toi, c'est quoi pour toi un échec, Damien ? Tu poses la question au bonhomme ou au coach là ? J'ai envie de te faire qu'une seule réponse en te disant que pour moi, l'échec, c'est le pire qui puisse arriver à quelqu'un et en même temps, c'est le meilleur. C'est le pire qui puisse arriver à quelqu'un parce qu'en fonction de notre câblage, en fonction de la force qu'on a pour faire face à cet échec-là, la situation peut nous anéantir. L'échec en question peut nous faire complètement tomber de notre piédestal, peut nous faire abandonner un projet en lequel on a cru quelques instants, peut nous faire perdre confiance, peut nous faire vraiment déchanter énormément. Ça, c'est la partie un peu négative de l'échec, mais elle est liée au câblage de la personne. Elle n'est pas liée à l'action de l'échec en elle-même, en fait. L'autre partie de l'échec, c'est évidemment ce que tu rappelles beaucoup à travers ce podcast et ce qu'on dit énormément, à savoir la meilleure école de la vie en réalité, parce qu'on ne devient pas une meilleure version de soi-même qu'en traversant des longs fleuves tranquilles. C'est en se prenant les pieds dans le tapis plusieurs fois qu'on apprend à ne plus se prendre les pieds dans le tapis et à l'élever plus haut la prochaine fois. Voilà, je pense que l'échec est un concept qui est certainement le concept le plus effrayant vécu par l'humain. Je pense que c'est même, peut-être on peut le mettre sur le même piédestal, je dirais, que la peur, dans une dynamique de rendre les choses complètement statiques. Okay. En fait. Si tu veux, on rentre dans une dynamique avec l'échec ou avec la peur, quand on le prend pas bien ou quand on le prend de plein fouet, ça rend immobile. On ne bouge plus, en fait. Parce que cet échec ou cette peur, elle vient de créer une nouvelle facette de notre réalité en laquelle tout de suite maintenant, là, on croit très fort. Et du coup, la force ou la motivation, elle a plus lieu d'être quand ça arrive. On est paralysé du coup par ça, paralysé. Par cette peur. Complètement paralysé, c'est le terme que je cherchais. Ok, magnifique. Toi, du coup, ça a été quoi ton échec dont tu veux nous parler aujourd'hui qui t'a, toi, paralysé au moment où ça t'est arrivé ? J'en ai eu énormément. J'en ai eu tout au long de ma vie. Je pense que, et pour ça, le sport est une grosse et très bonne école de la vie, parce que l'échec fait partie du développement du sportif. Puisque je suis rentré dans une dynamique de compétition dès le plus jeune âge, j'ai commencé la compétition en natation, je ne sais même plus quel âge j'avais, mais je ne pense pas avoir 10 ans encore. Tu comprends très vite que tu ne peux pas toujours être le meilleur. Tu ne peux pas toujours être le premier. Ça fait partie du jeu. Donc l'échec fait partie du sport. Et quand tu prends en considération ce fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple avec le fait de se retrouver face à un échec, confronté plus tard dans la vie. Même dans d'autres domaines de vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la partie professionnelle, etc. Mais l'approche, elle est la même. Le jour où tu te fais battre sur la ligne d'arrivée, parce que j'ai fait du BMX après,
Le jour où tu te fais battre sur la ligne d'arrivée alors que tu as l'idée toute la course, c'est frustrant au possible, mais tu apprends de ce truc-là. Voilà, c'est quelque chose d'assez inné, j'ai envie de dire, chez la plupart des sportifs. Parce que personne, sauf peut-être Teddy Riner pendant quelques années là, personne n'a fait de saison ou de carrière, je dirais, avec 100% de réussite. Donc voilà, ça aide, je pense, ça aide à comprendre le truc. Je suis parti très loin dans ma réponse, puisque je suis parti un petit peu... C'est très bien, c'est très bien, on adore. Mais ce que je veux te dire à partir de tout ça, ce que je veux te dire à travers ça plutôt, c'est que j'ai vécu beaucoup d'échecs dont je vais être très, très incapable de te dire quel a été le plus gros. Ne serait-ce que parce que, puisque ça fait partie de la vie pour moi, j'y prête pas attention. Quand il passe, et j'y pense plus, en fait. Je me focalise vraiment sur la step d'après. Tu l'acceptes aujourd'hui, du coup, tel qu'il est ? Bah, je l'ai accepté sur l'instant, en fait. Et du coup, aujourd'hui, ça fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai plus besoin aujourd'hui de faire l'effort pour accepter ce truc-là. Ça a été une acceptation instantanée. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai complètement conscience que tous ces échecs, toutes ces choses que j'ai vécues m'ont créé. Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Mais du coup, je pense que je vais prendre un exemple assez récent de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. En septembre dernier, le lendemain de mon anniversaire, je décide de sortir un petit peu de mon carcan sportif. Je fais du crossfit maintenant énormément. Et je décide de me dire cette année, j'ai pas du tout envie de rester sur de la mono-activité. Et j'ai envie de nouveau jouer, de nouveau me faire plaisir, de nouveau faire des choses que je me suis pas permis de faire depuis un petit bout de temps. Et du coup, pourquoi pas jouer au foot ? C'est une bonne idée, j'adore ça. Je suis un grand fan du PSG. Je me dis, bah voilà, j'ai des potes, il y a un five pas loin, il y a un ballon, on va passer un bon moment. Et en fait, au bout de 60 minutes de match, donc vraiment, on était vraiment objectivement à 30 secondes du coup de sifflet final, je me romps complètement le tendon d'Achille. C'est incroyable parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours à la fin qu'il se passe les pires trucs quand on joue au five ou quand on fait du sport comme ça entre potes. Ouais, c'est souvent ça. Et du coup, ben voilà, j'ai à croire que j'ai voulu aller approfondir ou en tout cas aller. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est le micro qui fait ça de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre. À croire que j'ai voulu aller dans ce sens, enfin en tout cas aller confirmer cette règle. Mais oui, c'est ça en fait. Au bout de cette heure-là, sur une accélération, j'ai senti une sorte de gros coup derrière le mollet. J'ai l'impression que quelqu'un m'avait taclé. Et en fait, je me suis fait ça tout seul, en accélérant bêtement, même pas bêtement, mais en accélérant pour aller chercher un ballon. Et puis voilà, donc tu sais pas trop ce qui se passe sur l'instant, je me retrouve à l'hosto, et puis tout de suite le traumatologue m'effleure le tendon et me dit bah il y en a plus là, enfin voilà, donc je lui dis mais attends, je comprends pas, mon mollet n'est pas remonté, moi j'avais cette image du mollet qui remonte, tu sais, sous le genou dégueulasse là, et donc je me dis bah ça peut pas être ça, c'est pas arrivé, donc bon, et en réalité si, rompu complètement. Et avec ça, toute la dynamique que j'étais en train de lancer, c'est-à-dire les 6 ou 7 sessions d'entraînement de CrossFit par semaine que je ne peux plus faire. Cet objectif de jouer au foot avec mes copains qui m'excitait à un point incroyable, ben c'était anéanti. Et du coup, avec ça, énormément de questions, énormément de doutes. Je suis en plus, c'est une période aussi qui correspondait à un revirement de situation professionnelle pour moi. Donc j'étais en train de me reconcentrer sur plein de choses. Et bam, mais voilà, tu prends ce coup-là, qui n'est pas juste un coup physique en fait. Il a un impact mental surpuissant. Sur l'instant, je suis au fond du seau et j'ai mal en plus. Et ça dure 10 jours, 10 jours de souffrance vraiment où tu dors peu, où tu as mal, quel que soit le mouvement que tu fais, la jambe en l'air, la jambe en bas, c'est un truc, c'est violent. Ouais, sur le coup, ça anéantit un peu tes rêves du coup de compète de CrossFit. Bien sûr. Mais tu te remets aussi en question sur ta partie pro. Mais bien sûr. En fait, ça freine tout d'un coup. C'est-à-dire que du coup, je peux plus marcher. Et je peux plus prendre mon scooter pour aller à mes rendez-vous. Et du coup, je peux plus même assurer mes coachings sportifs. Et du coup, je me retrouve bloqué chez moi, prostré, à me poser des questions. Donc, j'ai
Et j'espère que mon assureur ne m'entend pas, mais j'ai pris le scooter, pas du tout de suite, mais j'ai travaillé le surlendemain de cette rupture totale du tendon d'Achille. C'est-à-dire que je me suis fait ça un samedi, le lundi j'étais en coaching. Donc il y a vraiment ce truc de, j'avais pas du tout envie de me laisser faire, en me disant ok, c'est un gros coup de frein, ok, il y a encore un petit coup de la vie qui te teste là. Mais je suis maître de le prendre mal ou de le prendre bien. Et donc en fait, j'ai fait tout de suite le choix de me dire je laisserai pas cette blessure driver ma vie aujourd'hui. Et je vais pas m'enfermer 3 mois comme le préconisait mon chirurgien en me disant de toute façon vous n'allez rien faire d'autre, vous n'allez rien pouvoir faire d'autre. La douleur va vous clouer au lit et puis voilà, faut tout reporter. Les autres, ils te disaient la même chose? Tes proches, quand je dis les autres, c'est tes proches autour de toi, ils disaient plutôt Damien, repose-toi, Damien, fais attention, sors pas trop, et toi, tu passais comme outre parce que t'avais cette pulsion en toi qui te disait non, mais il faut que je continue, je vais de l'avant. Ouais, il y avait un peu de ça, c'est vrai que, en fait, tous les gens qui nous mettent en garde comme ça, c'est par amour. C'est-à-dire que quand ta mère te dit, et je pense que ça a dû être le cas pour toi aussi, tu vois, Enzo, fais pas ci, fais pas ça, toi, tu prends ça comme une attaque personnelle, tu prends ça comme un coup de frein à main. En réalité, elle te dit ça parce qu'elle t'aime très fort et qu'au fond, elle a juste pas envie que tu fasses des erreurs qu'elle a peut-être fait, etc. Donc, si tu veux, je l'ai vécu comme ça aussi quand moi, on me l'a dit, quand mes parents m'ont dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu lèves le pied. Je dis, mais maman, je vais pas lever le pied, c'est le moment où j'appuyais sur l'accélérateur, là. Ouais. C'est pas le moment. Tu vois, donc il y avait vraiment ce truc oui, mise en garde par les gens, reprends pas trop vite, prends le temps. Oui, mais je me sentais comme ça. Donc, il y a un moment où j'étais pas inconscient, tu vois, c'était pas ce truc de je le fais par défi de contredire les gens qui me disent ça. Non, c'est pas du tout ça, c'était en fait j'ai mal mais je peux le faire, donc je vais le faire, et au pire j'ai trop mal et je le fais plus, en fait c'est pas grave, mais au moins je teste. Donc voilà, et ça s'est bien passé. Il y a ce petit truc où tu testes quand même, du coup. Ouais, bien sûr, mais ça s'est tellement bien passé, figure-toi, que au bout de, je dirais 20 jours, 15-20 jours, je reposais le pied au sol sans attelle. Alors, j'étais pas complètement à 90 degrés, pas encore, mais j'avais déjà un appui. En fait, pour te dire, c'est très simple. Un jour, j'ai pété un câble sous la douche parce qu'en fait, j'en avais ras-le-bol de mettre mon sac plastique sur ma jambe jusqu'à hauteur du genou, de mettre ma jambe surélevée sur ma béquille dans la douche. Et en fait, un jour, je me suis dit, ça me casse les pieds. Donc, je suis sorti de la douche, j'ai enlevé la botte, cette grosse botte que t'as là quand tu te trompes le tendon d'Achille. Et en fait, j'ai mis ma jambe, donc j'avais une jambe tendue, on aurait dit une girafe dans ma douche, là, c'était ridicule, je faisais un grand écart. Mais en fait, j'avais le pied au sol et en fait, je me sentais bien. Alors, je prenais pas du tout appui sur le pied, mais c'était le début. Et petit à petit, tu vois, le fait de faire ça à chaque douche tous les jours, le lendemain, j'essayais, moi, un peu, tu vois, dans le challenge toujours, de rapprocher ma jambe vers moi, enfin tu vois, de rapprocher mon pied de mon centre de gravité. Et puis jusqu'au jour où en fait, au bout de 6 semaines, quand je me suis retrouvé chez mon chirurgien pour faire la radio de contrôle, il m'a vu arriver debout, les 2 jambes à 90, sans béquille et sans bottes. Et il me dit, mais excusez-moi, vous êtes bien là pour la rupture du tendon d'Achille? Il n'en croyait pas ses yeux. Et je lui dis, mais oui, je suis bien là pour ça. Il me dit, attendez, 6 semaines, vous êtes debout face à moi, pied à l'équerre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc du coup, tu penses que ça, il y a eu un conditionnement psychologique. Ouais. Tu vois que le fait que tu te résilies pas à ça, que tu dis ok, ça m'arrive, mais je vais affronter ça. Et tous les jours, je teste un petit peu plus. Lui, il avait pas l'habitude de voir ça, et tu penses que c'est ce qui a fait la différence? T'étais prêt, comme tu dis depuis tout à l'heure, t'étais conditionné, toi, parce que t'es un sportif, de te dire non. En fait, non, juste ça m'arrive, mais non. Ouais. Et du coup, tu penses que ça t'a aidé à retrouver du coup de la mobilité et à recouvrer plus rapidement? Mais c'est-à-dire que là, c'est le coach qui s'intéresse à la physique quantique et notamment qui est un peu familier avec la loi d'attraction a envie de te dire, c'est pas je pense, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est certain. C'est certain que mon mindset, il m'a permis de récupérer plus vite. Après, très honnêtement, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir, je sais pas, des petites cellules qui se sont mises main dans la main un peu plus vite que Monsieur Tout-le-Monde. Clairement, ça, je l'explique pas trop. C'est de la chance, vraiment. Un physique adapté pour ça à la base, peut-être, qui est plus facile à ce niveau-là. Peut-être.
Peut-être c'est vrai que je l'avais déjà remarqué parce que je me suis du coup dans mes quelques années de BMX fracturé énormément de choses. J'ai plus de ligaments croisés, je me suis fracturé un nombre d'os incroyable. Bref, mais et à chaque fois c'est vrai que la récupération a été assez rapide. Mais oui, pour revenir sur ce fameux tendon là, oui c'est certain que le mindset a été pour beaucoup dans le recouvrement de mes capacités. Après, encore une fois, j'avais ce truc de cette envie de me dire, je me teste sans inconscience. C'est-à-dire que j'avais sous la douche, j'allais pas me dire, allez, je vais aller essayer d'aller me faire mal. Ah là, j'ai mal, bon, j'arrête. Non, c'était vraiment, ça, je peux le faire. Ok, alors je reste là. Pour aujourd'hui, c'est très bien. C'était mesuré. Ouais, mais complètement mesuré, tu vois, complètement dans le contrôle. À aucun moment, je me suis mis en difficulté pour me dire, mais si, souffre et tu vas voir, ça va passer. Non, jamais. Et du coup, je pense que c'est ce qui explique pour beaucoup ce truc-là. Parce que je te dis, au bout de 6 semaines, mon chirurgien me dit, mais ce truc-là de pied à l'équerre, je l'ai au bout de 3 mois et demi. Et je me dis, 3 mois et demi, moi, ça fait 1 mois et demi. J'ai gagné 2 mois au bout d'1 mois et demi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Je l'explique pas trop. Et j'ai pas envie de l'expliquer, en fait, je m'en fous. C'est simplement que la morale de tout ça, c'est que j'ai été assez peu impacté par ça, finalement, puisque j'ai retrouvé ma mobilité très vite, très tôt. T'as pu reprendre, du coup, pas la compète, mais t'as pu reprendre des entraînements beaucoup plus intenses? Ouais, pas encore la compète, mais j'ai plus du tout de limites, là. C'est-à-dire que mécaniquement, je me remets sous des barres relativement importantes. Je cours de nouveau, donc il y a tout se passe très très bien maintenant. Donc il y a plus aucun problème de ce côté-là. Après c'est une question d'envie, donc c'est rigolo parce que il y a un contre-coup à cet échec-là qui a été une prise de conscience considérable. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais vraiment à comment mettre en place tout un tas de choses, professionnellement parlant, notamment pour le développement de mon activité de coach de vie, de coach mental, que je ne mettais pas en avant, que je ne mettais pas en réalisation, je ne passais pas à l'action. Et en fait, quand tu te retrouves 15 jours dans ton canapé, la jambe en l'air, ok, bizarrement, tu as du temps pour te mettre à te concentrer sur des choses pragmatiques à mettre en place pour mener à bien tes projets. Et donc, en fait, c'est ça, moi, la meilleure des leçons que je tire de cette lésion-là, c'est que depuis septembre, je n'ai jamais été aussi productif de toute ma vie. Parce que t'as mis le doigt dans l'engrenage à un moment donné, t'étais dos au mur et tu t'es dit, ok, là, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse. Et c'était même pas, c'était même pas il faut, parce que, d'ailleurs, j'aime pas trop ce terme parce que ça sous-entend l'obligation d'un corps extérieur, d'un corps étranger, en tout cas d'une tierce personne ou d'une tierce force. Ce que disait Marie-Victoire dans l'épisode 2. D'accord. Pareil, elle a changé son wording, elle aimait pas le il faut. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un truc un peu d'impératif là-dedans que j'aime pas trop. Sauf si ça parle aux gens. Encore une fois, c'est mon avis à moi, mais il y a des gens à qui le il faut, ça les drive. Voilà, c'est pas mon cas. Mais moi, j'avais ce truc cette envie de me dire que c'était un signe du destin, en fait. C'était juste un signe du destin. Ah ouais, Damien, tu prends pas le temps là pour vraiment mener à bien quelque chose qui va vraiment te faire kiffer toute ta vie? Eh ben tiens, moi la vie, je te mets un tacle par derrière pendant que tu joues au foot et je vais te faire prendre conscience qu'il faut que tu prennes ces 2-3 putains de semaines pour bosser d'arrache-pied et faire vraiment ce que tu as envie de faire. Je l'ai vraiment pris comme ça. Et du coup, mais au bout de 3 jours, vraiment, mais vous demanderez à mes proches, au bout de 3 jours mentalement, j'étais au top. Parce que tu t'étais passé dans un autre projet, du coup, qui t'animait. Oui. Il a fallu que tu aies cette petite action au début. Exact. Qui a fait que derrière, tu étais rentré, toi, dans une sorte un peu de cercle vertueux, j'ai envie de dire, qui te stimulait, tout du moins. Tout à fait. Et là, du coup, une fois que tu étais dedans, tu pouvais plus t'arrêter, quoi. Tu sais, en coaching, j'utilise souvent 2 images. Je dis que pour faire changer quelqu'un drastiquement, il y a 2 choses qui existent. Et ces 2 choses, c'est ce qu'on appelle des déclics. Il y a 2 types de déclics. Le premier déclic, c'est le plus fort, certainement, et le plus difficile en même temps à trouver. Le premier déclic, c'est le déclic qui est généré par un ras-le-bol personnel. C'est-à-dire que tu vis quelque chose dans ta vie, et en fait, parce que tu commences à en avoir plein les bottes de cette situation qui te saoule, tu décides toi-même de prendre les rênes de ta vie, de prendre les rênes de ton carrosse là, et de l'emmener là où tu veux l'emmener, d'arrêter de laisser les chevaux driver ta vie. Ça, c'est le premier déclic. Mais celui-là, malheureusement,
il est très difficile à prendre. Il nécessite un gros travail sur soi, il nécessite beaucoup de temps, etc., etc. C'est pour ça qu'il est assez peu présent chez les gens. Le deuxième déclic, par contre, qu'on voit très, très souvent, et qui est d'ailleurs à l'initiative, je pense, de vraiment 90-95% du changement chez les gens, c'est le mur dans ta gueule. Le mur dans ta gueule, c'est le meilleur déclic, c'est le déclic qu'on connaît tous. On a tous un proche qui a un jour pris un accident de voiture et qui du jour au lendemain s'est mis à la poterie. Et pourquoi ? Mais parce que c'était la poterie, en fait, c'était toute ma vie, sauf que moi j'étais comptable, parce qu'on m'a dit qu'en fait il fallait être comptable pour bien gagner sa vie, avoir un taf qui soit sécuritaire, financièrement parlant, qu'il fallait tout un tas de choses, sauf qu'en fait ma passion, je l'ai enfouie dans mes entrailles pendant des années, sauf que là en fait je m'aperçois que la vie elle est trop courte, j'ai failli crever dans cet accident de voiture, donc en fait je vais me mettre à la poterie et je vais en faire mon métier. C'est ce que débloquent beaucoup les gens aujourd'hui qui ont des cancers, malheureusement. Bien sûr. Quand ils arrivent et qu'on leur diagnostique un cancer, peu importe de quoi, ils disent « Oula, mais en fait, je peux mourir demain, en fait. » Tout à fait. Et autant que je profite de la vie et que je fasse ce qui me fait kiffer, encore une fois. Exactement. Exactement. J'ai suivi beaucoup aussi dans mon cursus de coach de réunions d'alcooliques anonymes, notamment. Les personnes qui sont atteintes d'alcoolisme sévère pendant des années, qui en parlent complètement librement dans ces réunions qui sont extraordinaires, font preuve d'une conscience et d'une évolution en termes de développement personnel que j'ai rarement vu chez des personnes lambda et même chez certains coachs. Vraiment, je pèse mes mots. Parce que ces gens-là se sont retrouvés greffés dans un mur, en fait. Et donc, quand ils ont pris le mur, le choc il a été tellement violent que ça a généré chez eux des changements drastiques qui ont bouleversé leur existence dans le bon sens du terme. Et la question, je pense que c'est la suivante, et je pense que ça vous fera peut-être frémir vous chez vous là, mais c'est est-ce qu'il faut attendre de se prendre ce fameux putain de mur en pleine face pour réagir et passer à l'action ? Ou est-ce qu'on reste pétrifié par nos échecs en se confortant en se disant justement que ouais, c'est une sorte de confort l'échec aussi, il faut accepter ce truc-là, hein. L'échec est une sorte de confort. Quand tu échoues dans une tâche, il y a une partie de ton cerveau qui est dégoûtée et il y en a une autre qui te dit ouais, mais de toute façon, c'était pas pour toi. Vas-y, reste dans ton canapé. De toute façon, c'est bien. Vas-y, allume Netflix. C'est cool. Tu vois ? Donc, c'est une sorte de force de réussir à faire face à cet échec-là. Et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. Magnifique. Je pense qu'on va terminer sur ça pour la petite interview, dans le sens où les gens ils vont se poser cette question chez eux, ils vont pouvoir y répondre. Ouais. Et on va enchaîner, nous, sur les questions pour la mention, Damien. Et là, je lance un petit jingle. Question pour la mention. Alors du coup, la première question, Damien, c'est pour toi, aujourd'hui, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus ? C'est une bonne question. Je serais pas très original parce qu'il n'y a pas vraiment une personne que j'ai envie de mettre en avant, un mentor, quelqu'un comme ça. J'aime les gens brillants. Dans brillant, j'entends inspirant et j'entends performant dans leur domaine. Je vais rester des heures à questionner un mec qui fait de la peinture pour comprendre pourquoi il fait de la peinture et pour essayer de m'imprégner de cette passion qui l'anime pour passer autant de temps à faire une gouache. Alors que moi, je dessine un bâton avec 3 barres et un rond pour la tête. Non mais c'est 3 barres en plus, le mec a dit 3 barres. C'est pour te dire mon niveau de dessin, c'est ridicule. J'ai le même que toi, je pense. Moi, j'aurais fait qu'une seule barre, je crois. Non mais tu vois, en fait, je suis passionné par ça. Moi, je suis un YouTube addict. Enfin non, j'exagère parce que c'est pas vraiment le cas, mais je peux, tu sais, moi, alors pour le coup, le feed Instagram, moi, je suis débile avec ça. C'est-à-dire que je tombe sur une première vidéo et je vois un mec faire un double salto sur du sol dur et je me dis, mais c'est qui ce type? Comment il fait? Et du coup, je scrolle la vidéo d'après et je trouve sur un mec qui fait des pyramides avec des allumettes et je suis comme un ouf. Je me dis, mais qu'est-ce qui habite ces gens? Je suis fasciné par l'humain. Par l'humain en général, mais par les gens qui sont doués dans ce qu'ils font. Et s'ils en parlent bien, c'est encore mieux. Tu vois, j'aime beaucoup un mec qui s'appelle Oussama Ammar, par exemple. Ce mec-là, c'est un entrepreneur de génie. Je peux écouter des vidéos de lui, je peux regarder des vidéos de lui pendant des heures et les enchaîner
en me disant mais ce mec aura toujours un truc à m'apprendre. Et même s'il y a des passages ou des moments où tu te dis bah ouais ça non je suis moyen d'accord, mais il s'agit pas d'avoir une sorte de vérité absolue sur ce que dit ton intermédiaire, mais juste il incarne quand il parle, il incarne ce qu'il dit et il est inspirant de fou. Exactement, il m'inspire beaucoup, il me donne beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses comme ça. J'adore un mec comme Alexandre Astier par exemple. Alexandre Astier, voilà, comédien, chanteur, humoriste, mais ce mec est incroyable. Génie, c'est un génie. Ce mec est un génie, ce mec fait tout. Et ça, je suis incroyable. Mais tu vois, j'ai aucun problème à clamer haut et fort que je suis fan de ces gens-là, notamment parce qu'ils incarnent ce que je suis incapable de faire ou d'être. Je suis bluffé, notamment par les choses que je suis incapable de faire. Donc, je le prends pas du tout, moi, comme une sorte de truc de oh merde, putain, je suis vraiment une sous-daube par rapport à ce mec qui arrive à faire ça ou cette nana qui arrive à faire ça. Je suis en mode oh, mais qu'est-ce qu'elle est forte. T'es admiratif. Ah, mais admiratif à 3000. Vraiment, c'est un truc. J'adore les records. Tu vois, les trucs de records de débile, hein. Tu sais, le mec qui est resté en apnée 15 minutes, tu vois. Enfin, je suis fan. Petit, j'étais abonné au Guinness des records. Tous les ans, je demandais ça à Noël. Tu vois, ce truc de la performance humaine, en fait, me sidère. Donc, j'ai pas tellement de mentors ou de personnes comme ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais c'est peut-être justement ça, moi, qui me fascine. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui va être capable de m'expliquer avec amour quelque chose qui le fait vibrer. Il peut me tenir des heures, tu vois. Magnifique. Je vais rien couper du tout, même si c'était une réponse hyper longue. J'adore tout ce que tu as dit. On va tout garder pour les autres. Et on enchaîne sur l'autre. Pareil, ça va être très très dur sans doute de choisir, mais pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Ouais, celle-là est dure. Elle est dure celle-là. C'est pour ça que j'aime bien à chaque fois confronter les points de vue parce qu'ils sont forcément différents. Et il n'y a pas de bonne, comme tu as dit juste avant, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de vérité absolue. Ben non, c'est sûr. C'est vrai que ça dépend complètement en plus de la façon dont nous on perçoit ça, ce que ça fait vibrer chez nous, etc. De ton vécu, de plein de choses, bien sûr. Exactement, ouais. Je pense que la première des choses, et là je vais rejoindre un mec qui s'appelle Gary Vee. J'adore. T'adores. Gary Vaynerchuk, lui c'est pareil, je sais même pas trop comment le décrire, c'est un alien, voilà, allez sur son Insta, renseignez-vous, ce mec est complètement fou. Et en gros, si tu veux, lui il a un mantra qui dit « Kindness is the key ». Et en fait, je suis assez d'accord avec lui. La gentillesse, c'est vraiment la puissance à l'état pur. Et en fait, j'en suis un exemple vivant, c'est-à-dire que je pense foncièrement être quelqu'un de très gentil. Je confirme. C'est gentil. Et peut-être que certains d'entre vous se diront, le mec se la raconte, et c'est que peut-être vous n'avez pas compris que il n'y a rien à voir entre mon intervention tout de suite et du manque d'humilité, en fait. C'est-à-dire que être conscience de ses points forts, c'est pas se la raconter. C'est juste avoir un peu comment on fonctionne. Et je pense que j'ai mis la lumière sur ce bon côté de ma personnalité. Je pense que je suis quelqu'un de vraiment gentil. Ça m'a ouvert un nombre de portes. Alors que je suis pas plus compétent qu'un autre. Je suis pas plus beau qu'un autre, je suis pas plus fort qu'un autre. Mais j'ai ouvert un nombre de portes dans ma vie grâce à cette gentillesse incroyable. Et c'est des choses que d'ailleurs, dès que je croise un petit gamin, une petite gamine comme ça qui a tendance à être comme ça très gentille, etc., je renforce chez elle ou chez lui cette compétence qui est selon moi inhérente au bonheur en général. On s'ouvre beaucoup plus au bonheur quand on est gentil, ne serait-ce que parce que le mindset est bien souvent positif en réalité. Ça, c'est la première des choses. Dans un second temps, je dirais l'ouverture d'esprit pour moi. Certains parleront de tolérance, voilà, je vais dire l'ouverture d'esprit. Parce que cette ouverture d'esprit, elle nous unit tous. Si je m'ouvre l'esprit, je prends conscience que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre. Et du coup, je prends aussi conscience que la réalité de l'autre n'est pas ma réalité. Et en fait, ça met un terme à tout un tas de débats stériles, ça met un terme à tout un tas de problématiques profondes ancrées dans la société actuelle. Hein. Ça annihile un nombre de conneries monumentales. Et pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est une vertu, ça, qui est indissociable, ne serait-ce qu'au bien-être personnel, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis beaucoup et qu'on peut difficilement entendre quand on n'est pas prêt à le faire, mais
pensez à vous avant de penser aux autres. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Et là, les gens vont se dire, mais attends, complètement égoïste. Pas du tout. Et il faut en fait, parce que si tu penses d'abord à toi et que tu prends soin de toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi prendre soin des autres. Bien sûr. Si tu te négliges toi en premier, c'est compliqué après de faire plaisir aux autres. Tout à fait. Et ne serait-ce que, regarde, si je te dis ça, quelle est la chose que tu souhaites le plus pour tes proches ? Il y a de grandes chances pour que tu me dises, je souhaite leur bonheur. Et si je pose la question à tes proches, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour Enzo ? Ils vont dire, je souhaite son bonheur. Bon, d'accord. Donc, si on souhaite le bonheur réciproquement chacun l'un pour l'autre, à quel moment ça bouge, en fait, cette histoire ? C'est-à-dire que je te souhaite des choses très fortes, tu m'en souhaites très fort, personne bouge, on se regarde dans le blanc des yeux comme ça et tu vois, ça bouge pas. Donc, en fait, préoccupons-nous de notre bonheur à nous, vivons les choses pleinement, soyons complètement heureux et ça va avoir des répercussions sur les gens qui vont nous entourer. Ça, c'est vraiment le maître mot et c'est le truc que je mets le plus en avant dans tous mes coachings. Le penser à soi d'abord. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ouverture d'esprit. Et le troisième, du coup, très difficile. Et je viens d'en avoir un qui vient de couper la ligne devant les autres, là, qui n'était pas du tout... Ouais, il vient et c'est l'authenticité, j'ai envie de dire. Soyez vous. Point. Cherchez à être personne d'autre. Cherchez à copier personne d'autre. Inspirez-vous. N'ayez pas peur de dire « je t'aime ». N'ayez pas peur de dire « t'es fort, comment tu fais ?» Le nombre de gens qui disent « t'es fort, je te dégoûte, tu me dégoûtes plutôt ». Le nombre de gens qui ont ce truc de « il est tellement fort qu'il me rend jaloux, j'ai peur, il constitue une menace, il constitue une menace, il constitue un adversaire ». Alors qu'en réalité, inspire tant. Pose des questions aux gens. Et l'authenticité, c'est ça, c'est être capable de se dire « voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas, voilà le cadre que je définis dans ma vie, et voilà toutes les choses que j'ai envie de vivre parce que c'est les choses qui revêtent de l'importance pour moi. » Si tu veux avoir quelqu'un et être aimé comme tu es, sois qui tu es, mais arrête de nous vendre des salades, tu vois. On est d'accord. Gentillesse, ouais. Ouverture d'esprit et authenticité, je dirais. C'est beau. On adore. On enchaîne sur la prochaine, Damien. C'est quelle a été ta dernière lecture inspirante ou ton dernier film si tu lis pas trop, parce que tu as le droit de pas lire aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que je lis assez peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. Ça fait partie un peu de ma to-do list, tu sais, cette fameuse to-do list que tu mets dans un coin de ton placard et que tu réouvres tous les 36 du mois. Mais en réalité, je m'abreuve énormément, comme je le disais tout à l'heure, plutôt par l'intermédiaire du film, du documentaire, de la vidéo inspirante sur Insta, sur YouTube. C'est ça, vraiment, je m'en nourris énormément. Il y en a une là dernièrement qui t'a marqué un peu ? Une vidéo comme ça ? Ouais, une vidéo, un film. Un film. Un documentaire. C'est rigolo parce que je me suis refait tous les Star Wars il y a pas longtemps et que, alors est-ce que je vais vous ressortir le bon épisode ? Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est le moment où Luke Skywalker il est avec Yoda, il est dans son apprentissage de Jedi. Quand on prend un peu de recul en regardant cette scène, il parle de mindset. Il parle de l'ombre, du côté de l'ombre, tu sais, quand il est dans la forêt, qu'il a peur d'y aller parce qu'il y a des bruits bizarres, parce qu'on a l'impression que c'est un peu sauvage, etc. Et en réalité, il digresse, entre guillemets, sur les deux parties de notre cerveau. La partie de notre cerveau qui a envie du bon et qui n'a envie de se persuader qu'il n'y a que du bon autour de nous. Et puis la partie de notre cerveau qui nous dit il faut passer par l'ombre. Il faut passer par la partie plus sombre pour être capable d'apprécier la lumière, en fait. C'est très drôle ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai la citation du jeudi pour ceux qui veulent suivre la page Insta, et la citation aujourd'hui de Leonard Cohen, c'est ça, c'est « Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière ». Et c'est un peu du coup ce que tu te dis, en vrai. C'est ouf, c'est tout à fait ça. Énorme. Et on ne s'était pas briefé. Et on ne s'est même pas dit ça. Donc, ouais, non, mais voilà, c'est ça. Je trouve que ce film schématise assez bien le fonctionnement du cerveau, et notamment de notre mindset, qu'on est tous capables de maîtriser. Mais aussi compliquée soit la tâche qui soit en face de nous, en réalité, il s'agit simplement de fixer des bons objectifs, des sous-objectifs et de s'y tenir. Magnifique. Tu me piques la dernière question que je voulais te poser pour la mention. C'est quoi, toi, ton prochain objectif, Damien ? Joli. Eh bien, je vais me concentrer énormément sur le développement de mon activité pro. Parce que je suis dans une super dynamique en ce moment, parce que je suis en train de lancer énormément de projets. Et donc, mon objectif dans les prochains mois, c'est d'être
beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, de me refocaliser sur le développement de cette partie-là réseau social, et puis être de plus en plus présent auprès des entreprises dans le coaching, parce que c'est une spécialité que j'ai attrapée en septembre dernier. Je me suis spécialisé en master coaching en entreprise, et donc j'ai vraiment envie de prodiguer à toutes ces personnes qui seraient capables d'ouvrir leurs écoutilles pour devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, à aller toucher du bout du doigt des rêves qui jusqu'à présent n'étaient que des espoirs. Et voilà, rendre tout ça un peu plus réel, quoi. Je pense que l'épisode, ça sera un bel aperçu de toi qui t'es et de ce que tu peux justement prodiguer aux gens depuis tout à l'heure avec tout ce qu'on se dit. Et je mettrai du coup dans la description, bien sûr, ton site et du coup ta page Insta, page LinkedIn, si les gens du coup veulent te contacter. Bah, avec plaisir, bien sûr. Super cool du coup. Ouais. Et alors pour terminer, Damien, j'aimerais beaucoup que, là on vient de se parler depuis un petit moment, là ça fait encore une fois une bonne petite demi-heure, est-ce que tu arrives à me résumer en une phrase, là faut être concis, en une phrase, tout ce qu'on vient de se dire là depuis une grosse demi-heure? Ok. Alors, la vie est beaucoup trop courte pour se focaliser ou donner de l'importance à des moments qui nous desservent, alors que finalement toutes les réponses sont en nous. Et il suffit de se poser les bonnes questions. Magnifique. On va clore du coup sur ça. Vraiment, c'était trop cool que tu sois là, Damien. Ça m'a fait ultra plaisir. Merci à toi. Je pense que les gens, ils vont vraiment apprécier cet épisode 3. Et voilà, je te dis à très bientôt. Un grand merci encore. C'était juste génial. Merci Enzo. Ciao. Salut. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.